Parfait, hein. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct, à la fois donc sur Zoom et sur Facebook. Ce soir, nous accueillons Florence Zajewski, qui est coach et formatrice, pour nous parler de la colère. Comment transformer notre colère en action. Pour ceux qui nous rejoignent, Florence vient de le dire. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà en commentaire avant qu'on commence si vous ressentez de la colère et comment cette colère se manifeste dans votre corps, dans votre mental également? Est-ce que c'est des pensées qui viennent générer cette émotion colère? Voilà, dites-nous un petit peu tout pour qu'on puisse aussi élaborer, partir de vos expériences. Donc Florence, bonsoir. Merci d'avoir accepté ce live. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci de m'avoir proposé de participer et de partager ce qui pour moi est euh, le précieux, les pépites qui me permettent d'adoucir ma vie depuis plusieurs années maintenant. Et qu'est-ce que je peux vous dire de moi Eh bien, je suis une femme active, créative, positive et j'ai réussi à créer une approche dans ma vie orientée vers les solutions. Ceci depuis de nombreuses années puisque j'ai commencé initialement comme animatrice qualité et ce travail-là, ça consiste à trouver des solutions aux problèmes, mettre en place des plans d'action et donc du coup, initialement, je l'ai fait dans une sphère industrielle et au fil des années, j'ai décidé de créer ma propre structure d'accompagnement en coaching, en formation. J'anime aussi quelques séminaires de cohésion d'équipe, principalement sur le développement des compétences relationnelles, émotionnelles. Et ce qu'on appelle aussi les compétences psychosociales, c'est faire évoluer la partie cognitive au niveau de nos pensées, piloter notre cerveau. Les compétences émotionnelles, c'est-à-dire accueillir ce qui se vit, utiliser nos émotions, les voir comme quelque chose qui est à notre service et non pas comme un boulet qui serait quelque chose de gênant, mais non, au contraire. C'est vraiment nos alliés, les émotions, et on va en parler ce soir. Et puis, dans ce contexte, j'aide différentes personnes sur le développement des compétences sociales, c'est-à-dire notre capacité à bien vivre avec nous-mêmes et aussi à vivre avec les autres, avec plus de respect de moi et de l'autre, plus d'empathie pour moi et pour l'autre, de façon à ce qu'on puisse vivre des relations davantage basées sur la coopération et puis des relations plus harmonieuses et avec plus de joie. Ok. Alors, tu es formée à la communication non violente. Je le suis moi-même. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la communication non violente, appelée aussi la communication bienveillante? Oui, bien sûr. C'est une philosophie de vie qui a été élaborée et mise en œuvre par Marshall Rosenberg, un psychologue américain qui a travaillé pendant des années à chercher une façon de penser et de communiquer pour réduire les violences de toutes sortes, aussi bien violences physiques, verbales, non verbales aussi, parce qu'on dit beaucoup de choses avec nos yeux et avec la posture de notre corps. Il a lui-même souffert en fait pendant son enfance de diverses formes de ségrégation et du coup, pour lui, ça a été un enjeu de vie. Et dans ce contexte-là, il a élaboré un processus de communication qui consiste à faire évoluer notre façon de penser et aussi d'écouter et aussi de nous exprimer aux autres. C'est basé sur 4 étapes. Communiquer sur des observations factuelles plutôt que sur ce qu'il appelle les freins à la communication. Il y en a une dizaine qu'on abordera peut-être un petit peu par moment pendant la conférence, on verra. Et puis, une fois qu'on communique sur des observations factuelles, sans des jugements, sans des reproches, sans étiqueter ou sans faire des généralisations, eh bien, en fait, on va pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que l'autre ressent dans cette relation inconfortable? De façon à ce qu'on puisse ensuite l'associer aux besoins qui ne sont pas nourris chez les uns ou chez les autres.
Et ça va nous permettre de pouvoir réfléchir ensemble à des solutions, à des actions à mettre en œuvre individuellement et collectivement pour pouvoir retrouver de la paix, de la joie, de l'harmonie et cultiver des relations durablement et surtout authentiques, c'est-à-dire d'oser dire. Oser dire oui, oser dire non, oser exprimer notre inconfort et donc être moins dans le sacrifice, être moins victime et être davantage autonome et responsable de notre bonheur finalement. Parce que dans ce processus, on va pouvoir identifier ce qui est inconfortable pour le transformer. Exemple, la colère pour la transformer et retrouver de la joie. Et on va aussi pouvoir éveiller notre conscience, avoir de l'attention sur ce qui nous met en joie et sur ce qui contribue à notre harmonie dans la vie pour pouvoir, le célébrer, augmenter notre perception du bonheur et puis aussi le cultiver, l'intégrer un peu comme des rituels bénéfiques dans notre vie, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, ceux qui nous écoutent, si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de la communication non violente de Marshall Rosenberg, si vous-même vous l'appliquez, vous appliquez ce petit processus, si c'est facile pour vous, si vous avez constaté que vos relations du coup sont plus harmonieuses, plus paisibles, pour voir un petit peu pour chacun comment ça se passe. Ok, alors on rentre dans le vif du sujet. Comment transformer sa colère en action? Comment moi je le fais? Eh bien, justement en utilisant ce processus de la communication non violente, je suis davantage aujourd'hui à l'écoute de ce que je peux ressentir et puis surtout, j'accueille mes émotions. C'est-à-dire que vis-à-vis de ma colère, pendant des années, je m'en voulais d'être en colère, je ne m'autorisais pas la colère. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je transformais les colères en tristesse. C'est-à-dire que quand j'étais en colère, à l'époque, je pleurais. Et c'est vraiment une problématique de fond parce que pleurer et se sentir triste, c'est associé à un message de deuil, comme si on peut rien faire en fait. Alors que la colère, c'est hyper intéressant. C'est selon Marshall Rosenberg et ce petit livre qui est hyper accessible, qui coûte 5,41 €, qui parle des ressources insoupçonnées de la colère. Vraiment, vous avez des pépites pour accueillir la colère en vous et l'accepter. Et elle est hyper intéressante, cette colère, pour moi, en tout cas à aujourd'hui, à travers tout ce que j'ai pu découvrir sur le sujet. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est quoi le message de la colère? Derrière toutes les émotions, je vais vous dire ce soir qu'il y a des messages positifs. Il y a des messages hyper intéressants à aller chercher. Et au-delà de nos conditionnements, on peut réhabiliter la place de la colère, de la peur et de la tristesse. Parce que ce sont des émotions positives et intéressantes tout autant que la joie. Elles nous disent plein de choses sur nous, quoi. Et du coup, eh bien moi, la colère, très clairement, elle me dit qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et donc, ça me donne de la marge de manœuvre pour aller voir quels sont les besoins qui ne sont pas nourris chez moi. Et une fois que je vais connaître mes besoins, eh bien, exemple, j'ai besoin en ce moment, par exemple, de calme. J'ai besoin de solitude à travers ce que je suis en train de vivre en ce moment. Eh bien, dans ce contexte-là, une fois que je sais ce qui me manque, je vais pouvoir mettre en place des actions. Et donc, ces derniers jours, j'avais particulièrement besoin de calme et de solitude. Donc, je me suis organisée avec mon conjoint de façon à pouvoir sortir du domicile, pouvoir retrouver une personne qui m'est chère pour avoir un temps de partage en douceur, en prenant mon temps, en nature, parce que j'ai conscience et connaissance que se promener en nature déstresse et augmente la perception du bonheur. Donc, du coup, je préfère voir une amie en extérieur, en pleine nature, près de la mer, en sentant les embruns, en voyant des arbres. Et ça, c'est OK. C'est ce que j'ai fait hier après-midi. Et pour le calme, eh bien, en fait, on a défini des codes, des règles du jeu.
Et on s'est mis d'accord. Je les ai pas imposés en fait, parce que dans cette approche de la communication non violente, l'idée c'est pas du tout d'imposer, c'est davantage d'être dans une approche de coopération et de trouver des consensus. Alors du coup, bah, moi j'en ai parlé avec les enfants, avec mon conjoint, on s'est défini des temps pour du télétravail, des temps pour du travail en extérieur, des temps pour jouer avec les enfants, des temps pour être tout seul, tranquillou, peinard, et aussi des temps pour faire l'école à la maison. Et donc, et puis bah, des temps pour manger, pour préparer des petites choses délicieuses à se mettre sous les papilles aussi, et des moments de légèreté, quoi. Parce que ça fait beaucoup de choses dans la journée, et du coup, on a réintégré aussi des temps de légèreté. Ouais. Alors là, tu as dit quelque chose qui me semble vraiment essentiel. C'est vrai qu'on a tendance à considérer les émotions colère, tristesse, peur comme des émotions désagréables, négatives, alors qu'elles ne le sont pas. Elles peuvent être vraiment positives dans le sens où elles viennent nous apporter un message. Et je dis souvent, moi, en consultation à mes clients, pourquoi autoriser de ressentir de la joie, qui fait partie des émotions primaires, pourquoi accepter de rigoler, de célébrer, et pourquoi refuser de vivre la colère, la tristesse, la peur. C'est une émotion comme la joie qui vient vraiment, vraiment nous apporter un message. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous de considérer ces messages-là. Du coup, j'ai une question pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous acceptez, vous, de ressentir de la colère? Est-ce que lorsque la colère arrive, suite à un événement qui peut être effectivement désagréable, est-ce que vous vous dites ok, bon ben voilà, je ressens de la colère, ou au contraire, est-ce que vous mettez cette colère-là de côté et vous ressentez comment je peux dire ça, de la honte ou de la culpabilité à avoir de la colère? Est-ce que vous jugez ou est-ce que vous acceptez pleinement votre colère? Donc en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Moi, ça me fait penser des fois, on me dit, certains clients me disent, bah, il ne faut pas se mettre en colère. Et il ne faut pas, c'est un déni de responsabilité et c'est un frein à la communication, c'est s'interdire. Et qui a dit il ne faut pas? C'est juste depuis des années que dans notre culture, on ne laisse pas d'espace à la colère. Et quand on parle de gérer la colère en entreprise ou dans la sphère familiale ou couple, c'est pas l'idée de l'empêcher, c'est vraiment l'idée d'apprendre à l'apprivoiser, à la connaître, à l'accepter, à savoir ce que ça nous transmet comme message. Et, et c'est plutôt voilà une invitation à la curiosité en fait. Oui, mais c'est oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand voilà, on ressent la colère, le premier truc, c'est se dire ok, quoi, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de repenser à l'événement ou en tout cas au stimulus là qui vient de générer cette émotion-là. On passe à autre chose. Alors du coup, j'ai quelques réponses. Donc à la première question, est-ce que vous connaissez la CNV? Il y a Pierrette qui répond oui, je la connais, et pas toujours facile à la mettre en pratique. Je suis bien d'accord. Clarisse, donc oui, j'accepte maintenant la colère car elle fait partie de moi. J'ai juste besoin de comprendre le pourquoi, à quel besoin, et apprivoiser, yes, c'est ça. Sariaka, elle se manifeste et on ne peut pas la camoufler des fois. Alors, le but, c'est pas de la camoufler, hein. On est bien d'accord, hein. C'est au contraire, hein. Comme chaque émotion, aussi bien la joie qu'une autre émotion, le but, c'est vraiment de laisser l'émotion vivre pleinement et d'aller identifier. Alors, vivre pleinement, il va falloir qu'on définisse ça aussi, hein, Florence, je te laisserai le faire. Le but n'est pas de tout exploser et de tout casser chez soi et de taper les gens. Donc, juste de ressentir pleinement l'émotion et ensuite d'identifier rapidement le besoin qu'il y a derrière et quelle stratégie mettre en place. Donc, je te laisse en parler. Ouais. Déjà, sur le fait que c'est pas toujours facile à appliquer au quotidien, c'est vraiment une approche de vie, une philosophie de vie. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose qu'on arrive à mettre en place tout le temps et immédiatement. Et ça, c'est OK de l'accepter. Par contre, moi, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est que
Si sur l'instant, j'y arrive pas, je peux revisiter une situation inconfortable en fin de journée ou pendant mon déjeuner. Et ça m'évite de cumuler des tas de ressentiments qui, au bout d'un certain temps, pourraient déborder de mon vase émotionnel. Et donc, du coup, ça me permet de vider mon vase émotionnel au quotidien. Et ça, j'ai envie de dire youpi, merci. Parce que des années en arrière, j'avais des gros vases avec de la culpabilité, de la honte, des choses que je m'autorisais pas à faire alors que j'en avais profondément envie. Et j'étais en mode, je contribue au bien-être des autres et pas au mien, quoi. Alors qu'on peut trouver un équilibre dans tout ça et apprendre à se respecter soi-même pour respecter aussi les autres et sans les jeux de pouvoir de qui est plus respectable que l'autre, qui a plus lieu d'être heureux qu'un autre. Non, on a tous le droit d'être heureux, en fait, quoi. Donc, j'y arrive pas tous les jours ou à chaque instant. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est que en le pratiquant tous les jours, eh bien, en fait, aujourd'hui, je le fais de plus en plus systématiquement ou avec un décalage de 2-3 minutes. Ce qui est énorme pour moi. C'est génial, en fait. Et comment je me suis entraînée au démarrage? Eh bien, en fait, je me suis dit tous les jours, je vais m'amuser à revisiter une situation inconfortable. Et tous les jours, je vais revisiter une situation confortable. Comme ça, je vais pouvoir et cultiver la joie avec ce qui est agréable à vivre. Et puis, je vais pouvoir aussi transformer ce qui est désagréable pour le rendre agréable. De façon à pouvoir doubler mon bonheur. Voilà, tranquillou. Ensuite, sur l'idée de effectivement comprendre les besoins, effectivement, c'est essentiel parce que ce que nous a enseigné notamment Marshall Rosenberg sur la CNV, c'est cette idée que si à partir de la colère, je vais directement mettre en place une action et que je ne connais pas les besoins, que je n'ai pas identifié les besoins qui ne sont pas nourris chez moi, je peux mettre en place des stratégies, des actions qui ne me permettent pas de retrouver de la paix, de la joie, de l'harmonie, de la sérénité. Et donc, du coup, c'est un signal aussi, quoi. Donc, autant prendre une étape de plus et que ce soit plus efficace et qu'on augmente nos chances de réussite. Il y a Sariaka, effectivement, qui vient de rectifier. Donc, c'est pas camoufler l'émotion qu'elle voulait dire, mais c'est plutôt calmer son émotion. Yes. Moi, ce que je peux vous partager, en fait, c'est que si vous imaginez vos émotions avec une échelle émotionnelle de 0 à 10, c'est l'idée de pouvoir être à l'écoute de votre corps, des pensées qui vous traversent l'esprit, des sensations qui sont associées à la colère, et puis ce sera peut-être des sensations différentes quand c'est de la tristesse, quand c'est de la peur, mais de pouvoir vous connaître mieux, ce qui va vous permettre, dès que vous êtes en intensité 1, 2, 3 sur l'échelle de la colère, où c'est encore totalement gérable, vous avez tout votre cerveau pour réfléchir, là vous pouvez y aller, quoi. Et vous allez pouvoir vous apaiser, vous calmer, vous allez pouvoir discuter, dialoguer avec l'autre ou prendre du recul, repousser la conversation pour mettre vos idées au clair, aller vous calmer avec une marche dans la nature, un exercice de respiration. Il y a plein de stratégies en fait qui permettent de s'apaiser. Penser à une personne qui nous inspire, repenser à un moment agréable avec une de nos super copines ou autre. Et donc là, ça permet de s'apaiser. Après, je vais pouvoir communiquer. Mais l'idée, c'est de ne pas attendre d'être en mode 8, 9, 10 sur 10, parce que là, il y a une coupure au niveau cérébral, je passe en cerveau reptilien, et là, c'est fuite ou attaque. Donc, fuite, c'est bon, c'est même pas la peine, on n'en parle même pas, quoi. Mais ça résout pas le problème. Attaque, j'imagine que vous voyez ce que ça peut être. Vous avez des exemples tout comme moi. C'est l'attaque verbale, c'est l'attaque physique, avec des gestes ou avec de la violence même plus poussée. Et puis, il y a même les violences non verbales, c'est-à-dire le regard qui tue. Des fois, on dit le regard de dédaignement pour dire waouh, ça en dit long, quoi, sur ce qu'on peut penser. Et donc, dans cette approche de communication, il n'y a pas que ce que je vais dire, mais tout ce que je manifeste qui est lié à ce que j'ai pensé en termes de communication, c'est juste énorme, quoi. Donc, si dès que vous identifiez les signes, vous élaborez même des stratégies qui sont affichées sur votre frigo, qui sont visibles facilement chez vous, en fait, eh bien, vous avez la possibilité de vous calmer rapidement avant d'être submergé et vous pouvez même avoir des stratégies
qui sont adaptables au travail, des stratégies qui sont adaptables quand vous n'êtes pas disponible immédiatement, mais vous devez attendre la pause, au travail notamment, ou quand vous êtes en famille ou entre conjoints, vous pouvez définir des codes en fait pour dire bon, ok, moi j'ai des besoins qui sont pas nourris, c'est hyper inconfortable pour moi. La seule chose que j'ai besoin, c'est d'une écoute empathique. Donc si on peut discuter et être écoutés les uns les autres, on continue. Mais si moi je te coupe la parole ou si tu me coupes la parole, je te propose qu'on diffère la conversation pour en discuter un peu plus tard, se mettre au clair et puis s'exprimer en disant quoi. Je me sens frustrée parce que j'ai besoin de calme et de solitude. Et non pas vous êtes agaçant, j'en peux plus de vous. Parce que là, c'est pas propice. La personne en face, elle va pas connecter à son empathie naturelle, quoi. Ça va être difficile pour elle de se connecter. Elle se sent attaquée ou si elle sent les reproches, en fait. Si il y a une idée que c'est de la faute de quelqu'un. Et Marshall, il nous en parle beaucoup de ça dans ses enseignements qu'il a pu dispenser. C'est cette idée que dans la philosophie de la CNV, on va pas aller chercher c'est la faute de qui. On s'en fiche de savoir c'est de la faute de qui. Ce qui va nous intéresser, c'est de nous relier à nous-mêmes et de nous relier aux autres. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est la qualité relationnelle. Et du coup, on ne va pas chercher c'est la faute de qui. On s'en fiche lequel de mes 2 enfants a commencé à faire quelque chose qu'il qualifie de bêtise et qui correspond à quelque chose qui est inconfortable pour moi. Exemple, ils ont mis de la terre sur toute la terrasse et puis ils ont arrosé. Et bon, ça c'est quelque chose. Pour le moment, frustration, colère, agacement, parce que j'ai conscience qu'ils n'ont pas la possibilité de tout nettoyer à 3 ans et demi et 5 ans. Si encore il n'y avait pas eu d'eau, ils pouvaient balayer. Mais là, avec l'eau, c'est un peu plus inconfortable. Les pâtés dans la maison et toutes les conséquences annexes du nettoyage, etc. Du coup, c'est vraiment cette idée d'accueillir. J'ai envie de vous montrer juste une image que je partage souvent et qui me parle beaucoup sur la gestion de la colère. Comme le feu tricolore, quand vous êtes en zone verte, au niveau émotionnel, c'est OK, vous pouvez communiquer. Vous avez toutes vos capacités cognitives, vous avez la capacité à écouter l'autre, à vous écouter, à élaborer un dialogue authentique et respectueux de vous et de l'autre. Quand vous êtes en mode orange ou jaune ou rouge, c'est comme le feu tricolore. C'est une invitation à stopper la conversation pour pouvoir retrouver du calme et ensuite mettre les idées au clair et s'exprimer avec le processus observation, sentiment, besoin d'émotion. Une autre image que j'aime beaucoup et que je vous partage, même si vous ne voyez pas le détail, mais on retrouve bien la gamme des couleurs, c'est que j'ai mon vase émotionnel qui est ici. Et en fait, ce vase-là, je peux le vider régulièrement. Je peux le boire régulièrement, je peux le digérer régulièrement. Par contre, s'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et que je ne le vide pas au fur et à mesure, je vais en zone orange-rouge. Et là, je me déverse. Je peux me faire mal à moi-même, me créer des souffrances à moi. Je peux me déverser sur l'autre. L'idée, c'est ni d'être un hérisson et de piquer les autres, ni d'être un paillasson et de s'auto-flageller, de se faire du mal et de se culpabiliser, de se juger, je suis trop nulle, je suis pas capable. Non, c'est trop de souffrance et il y a pas. On peut s'alléger de tout ça. C'est juste des codes, des perceptions, des conditionnements. Dans les accords Toltec, on nous parle de sortir de la domestication. Et j'aime beaucoup ce mot-là parce qu'il est très fort. C'est l'idée que domestiquer, c'est un conditionnement, c'est apprendre quelque chose. Comme on domestique un animal, on lui apprend des codes en fait. C'est ce qu'on a appris. Les il faut pas, tu devrais pas, tout ça, c'est juste des codes. Ouais. On peut, d'ailleurs, dans l'approche de la CNV, on va davantage transformer tous ces il faut qui viennent de je ne sais où par un choix conscient de dire c'est important pour moi, j'ai envie, je choisis, je décide. Et donc, on va faire des choix. Je te rejoins évidemment sur ce que tu dis. Maintenant, c'est vrai qu'on entend beaucoup les parents. On a tous été peut-être plus ou moins évidemment éduqués là-dedans. Déjà à pas ressentir les émotions. C'est-à-dire que tu pleures, non, ne pleure pas. C'est un caprice. Tu as envie d'exprimer petit.
toi-même ta colère, ton agacement, mais tu peux pas le faire parce que c'est vécu comme de l'insolence. Donc tu souffles, tu claques la porte parce que tu peux pas verbaliser, c'est aussi de l'insolence. Donc ça, c'est vraiment des choses. Je trouve que c'est important de laisser l'enfant exprimer sa colère. Alors bien sûr, on en revient à la même chose, c'est pas de tout exploser, de tout casser, mais d'aider l'enfant à élaborer. C'est-à-dire que derrière ce mécontentement, derrière la frustration, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le besoin qui n'est pas nourri? Pour vraiment rééduquer, c'est exactement ça. Hein. On a appris à manger nos émotions et à pas les digérer d'ailleurs, vraiment à les garder. Et je tiens vraiment à le dire, hein, ce qui ne se dit pas s'imprime dans notre corps. Nos émotions vont venir se cristalliser dans notre corps et avoir donc engendré beaucoup de troubles, hein, de maux. MAUX. Donc, je trouve que c'est vraiment important qu'on se rééduque. Si on a appris à se taire et à garder nos émotions, il faut qu'on réapprenne à les ressentir, à les vivre et à les exprimer, à dire vraiment qu'est-ce qu'on ressent, quels sont nos besoins qui ne sont pas nourris. Et pour reprendre bien sûr ce que tu dis, en ne parlant que de nous, hein, c'est dans ce processus de Marshall Rosenberg, à chaque fois, et j'insiste vraiment là-dessus, on ne parle pas de l'autre, on parle vraiment de soi. Lorsque tu m'as dit telle phrase de manière très factuelle, j'ai ressenti de la colère parce que j'ai besoin de respect, j'ai besoin de X ou autre besoin. D'égalité. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'avoir dans mon téléphone et un peu partout avec moi la petite feuille des besoins, la petite feuille des émotions, parce que là, on dit colère, mais dans la colère, il y a un dégradé d'émotion et d'intensité. Exactement. Donc, c'est bien d'aller identifier le plus précisément possible quel est c'est pas l'émotion, enfin oui, c'est l'émotion, mais ouais, voilà, se dégrader dans la colère. Identifier le mot qui correspond le plus à notre intensité émotionnelle. Voilà, exactement, et où ça se manifeste, etc. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire par écrit quelles sont vos stratégies lorsque vous ressentez de la colère? Est-ce que voilà, vous mettez quelque chose en place? Est-ce que vous vous laissez complètement submerger par votre colère et vous explosez? Donc, dites-nous à l'écrit comment vous vivez votre colère. J'en profite pendant ce temps-là juste pour partager un outil qui, selon moi, contribue à la rééducation et à d'apprivoiser nos émotions. C'est un livre que je lis régulièrement avec mes enfants et que ma fille adore. C'est Gaston la licorne. Et en fait, il passe par toutes les émotions avec des histoires différentes. Et à chaque fois, il y a le stimuli de façon rigolote. C'est accessible dès 2 ans, 3 ans. Et en fait, ça éduque l'enfant et le parent. Et finalement, Gaston, à chaque fois qu'il ressent une émotion, il fait un exercice de respiration. Et donc, c'est la première étape pour retrouver du calme, en fait. Première étape, quand je regarde certains accompagnements que je peux faire auprès d'enfants, eh ben, si je reprends juste cette petite infographie rigolote sur les 5 étapes du conflit, première étape, je calme mes sentiments, quoi. Et comment je les calme? En respirant, en apportant de l'oxygène à mon corps, en faisant un stop sur l'instant, quoi. Et après, je vais pouvoir communiquer, chercher des solutions, les mettre en œuvre et vérifier que ça va mieux. Donc, voilà, c'est juste pour vous le partager. Alors, ici, donc, alors, il y a quelques commentaires. Donc, il y a Clarisse qui répond à une autre personne, Gisèle, répond à comment apprivoiser. Je ne suis ni paillasson ni hérisson. Yes, j'aime bien cette phrase aussi. Clarisse, j'ai constaté que la colère arrive surtout lorsque je suis fatiguée et je n'ai pas pris du temps. Et que je n'ai pas pris du temps à respirer. Gisèle, avant j'explosais, au fil du temps et du travail, je l'accueille. Clarisse, à me reconnecter. Et sur Facebook, on a une question de Laetitia. Comment transformer la colère en énergie créatrice? Ok.
juste pour revenir sur le commentaire d'avant, quand vous êtes fatigué et que c'est dans ces moments-là où vous ressentez le plus de frustration, d'agacement, d'épuisement, c'est notamment, il y a des chances en fait que ce soit lié à votre besoin de respecter votre rythme et que là en fait vous êtes en mode rouge, vous êtes en mode 120%, Wonder Woman, et Superman. Et donc du coup, c'est une invitation aussi à ralentir, à bloquer des temps juste pour vous, pour aussi vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Et après, vous définissez plein de stratégies créatives. Donc, quand on nous demande ensuite la colère, comment est-ce qu'on peut la transformer en une énergie créative? Eh bien, en fait, je prends un exemple concret. Qu'est-ce qui me met en colère? Si je vous partage un exemple de vie de famille. Il y a de multiples tâches à gérer, on a différents rôles, rôle d'homme, de femme, de conjoint, de parents, rôle de professionnel, rôle d'amis aussi. Et parmi toutes ces tâches qu'on réalise dans la journée, eh bien, quand il y a beaucoup de tâches à réaliser d'un coup, sans pour autant les planifier ou les différer, ou les organiser ou faire des choix sur mes priorités, quand je veux tout faire, en disant non à rien, eh bien, en fait, je me surmène. Et c'est assez régulier, en fait. Donc, si par exemple, dans mon activité, je me donne 10 actions à réaliser par jour et que je me rends compte au bout d'une semaine qu'en moyenne, je réalise 4 par jour, arrêtons de nous auto-saboter. Arrêtons de nous faire souffrir. Autant définir 4 actions par jour. S'il y a une 5e, on pourra faire youhou. Mais voilà, c'est cette idée de sortir de ces schémas d'auto-sabotage, quoi, parce qu'on s'auto-sabote. Alors, sans faire exprès, hein, inconsciemment, c'est parce que j'ai envie de contribuer au bien-être des autres, j'ai envie de tout faire, et puis j'ai aussi envie de me libérer la tête, quoi. Mais il y a possibilité de se libérer la tête. Et là, on va chercher des solutions créatives. Qu'est-ce qui peut me permettre de me libérer la tête? Numéro 1, je peux identifier mes priorités. Le temps que je consacre pour le travail, pour le conjoint, pour ma pomme, pour mes enfants, pour mes amis. Je peux identifier quelles sont mes priorités en fonction de mon cycle, si je suis une femme, et en fonction de ma période et de ma disponibilité. Je peux identifier tout ce qui m'apporte de la joie pour pouvoir l'intégrer dans mon planning. Et donc, ça n'enlèvera pas la part de spontanéité, mais j'ai un temps dédié pour un moment de ressourcement. Et ça pourrait être spontané de dire, bah tiens, là, ce sera de la sophro, ce sera une visualisation, ce sera voir une copine, ce sera me faire un cinéma toute seule, ce sera aller voir mes copains de la biodanza, ce sera aller à l'aïkido, ce sera en fonction de vous, en fonction de ce qui vous anime, de ce qui a du sens pour vous, de ce qui vous nourrit en fait. L'idée, c'est que nos besoins, on les nourrit de façon déséquilibrée. Pas forcément tous, mais en tout cas, on est quand même globalement nombreux à chercher une forme d'équilibre. Comment je peux nourrir mes différents besoins de façon harmonieuse et pas certains de manière excessive et d'autres qui sont un peu les parents pauvres. Du coup, ça me dit en tout début de live, d'accorder du temps à la joie, à la légèreté, à la créativité. Eh bien, moi aujourd'hui, je me canalise pour moi nourrir mon besoin de structure et d'ordre. Et en contrepartie, je m'accorde plus de temps pour nourrir mon besoin de légèreté, de simplicité, de lâcher prise, d'harmonie, de farfulerie. C'est un mot qui n'existe pas, mais je l'ai créé, je l'aime bien. Je pense que vous voyez ce que ça veut dire en fait. Hein. C'est voilà, de se laisser aller, quoi, dans le sens positif du terme. Et pas dans le sens conditionné de se laisser aller. Oh, non, c'est laisser aller notre essence, laisser aller notre personnalité, notre singularité et retrouver ce côté joyeux. Parce que oui, être adulte, ça peut être super sympa et super rigolo en fait. On n'est pas là que pour gérer des obligations, quoi. Hein. On peut choisir. Déjà, rien que le fait de changer de vocabulaire, ça change la donne. Excuse-moi que ouais, mais c'est exactement ça. Non, mais du coup, par rapport à ce que tu disais, ça m'a donné presque envie de
Ça m'a donné envie de créer, je crois qu'on en avait déjà parlé, une petite boîte à besoin, la petite boîte à bonheur, on l'appelle comme on veut, où on va faire des petits papiers, par exemple, où on va marquer tout ce qui nourrit, tout ce qui nous nourrit. Donc, ça peut être aller au cinéma, aller à la plage, aller prendre l'apéro avec des copains, copines. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir déjà, en termes de stratégie là, qu'on peut mettre en place, toute une liste de petites actions qui peuvent vraiment nourrir nos besoins et nous apporter cette joie, sortir de la colère, se déconnecter sans être dans le déni, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, de passer ensuite à quelque chose qui vienne nous nourrir. Toi, tu l'as, hein, la petite boîte. Une boîte à clés avec des trésors dedans. Ouais, complètement. Oui, super, ouais. Alors, la petite boîte que tu as là, c'est tes petits papiers à toi ou c'est une boîte qu'on peut trouver avec déjà des choses dedans? Non, c'est une petite boîte à moi. D'accord, ok. Au départ, c'était une montre que mon chéri m'a offert. et dedans, j'ai mes petits papiers perso. Génial. Et ouais, c'est chouette. Par contre, il y a des boîtes qu'on peut trouver. Je sais que j'ai acheté 2 boîtes qui sont sur mon super papa et ma super maman. Et du coup, les enfants, ils piochent une petite carte de temps en temps. Et puis, moi, je leur fais piocher une carte et ils vont l'emmener à leur papa parce qu'ils savent pas encore lire. Et c'est Fabrice qui lit le message, quoi. Et je trouve ça c'est juste génial. Ouais, de voir son regard. C'est une invitation de plus à des moments tendres. Ouais. Et après, on peut trouver des stratégies créatives. Hein. Par exemple, j'ai envie de vous partager notre besoin de tendresse, d'amour. Eh bien, si on s'amuse à développer de la créativité, bah, aujourd'hui à la maison, nous, on a une petite sonnette. Et cette petite sonnette, on appuie dessus. Et en fait, c'est un bisou ou un câlin. Et donc, on le dit. Je veux un bisou, je veux un câlin. Et puis, la personne qui a envie, elle vient, elle le fait. Quoi. Et donc, il n'y a pas d'obligation. Je n'exige pas, mais j'annonce haut et fort que j'ai envie d'un câlin ou d'un bisou. C'est juste extraordinaire. C'est une amie qui me l'a offert. C'est une sonnette où c'est écrit bon, moi, c'est pour un câlin, quoi. C'est extra. Ah, c'est génial. Et me connaissant, elle a dit ah, j'étais sûre que ça allait te plaire. J'ai dit mais génial, j'adore. Quoi. Ouais. Donc, la créativité, c'est plein de choses. Si je prends un exemple concret qui peut vous toucher tous, il y a des fois où je rentre du travail et moi ou mon conjoint, on a le sac à dos bien rempli, quoi, par moment, quoi. Et je pense que ça peut vous arriver aussi. Et dans ces moments-là, mon conjoint ou moi, mais je vais prendre l'exemple où c'est mon conjoint qui va me dire qu'il y a quelque chose qui est inconfortable pour lui. Je lui demande si il souhaite qu'on prenne le temps d'en parler calmement et posément après le repas, une fois que les enfants sont couchés. Parce que je serai pleinement disponible et que j'ai envie d'être en écoute empathique et disponible à 100%. Pour lui offrir une écoute qualitative et de vraiment prendre au sérieux son état émotionnel, en fait. Et puis l'accompagner sur après, pourquoi pas, des recherches de solutions et de créativité. Et si c'est OK pour lui d'attendre 2 heures après qu'on ait couché les enfants, youpi. Et quand c'est une intensité émotionnelle qui est hyper forte, en fait, je fais le choix de stopper ce que je suis en train de faire. Et donc, je lui dis, si tu veux, là, c'est OK d'en parler. Même des fois, il me dit, non, on en parlera plus tard, et puis il revient m'en parler. Voilà, c'est très clair. Attends, un instant, j'arrête ce que je suis en train de faire. Et juste avant, est-ce qu'on peut le faire dans 5-10 minutes, comme ça, on s'organise? Est-ce que ça te dit, ce soir, on ne mange pas avec les enfants, on les fait manger avant nous, ou pendant que je t'écoute, on les met dans une autre pièce pour qu'ils mangent. Du coup, ça va leur faire une petite soirée rigolote, et puis nous, on va vraiment être au calme. Moi, je vais pouvoir t'écouter. Ou est-ce que c'est OK de faire manger toute la famille plus tard? Et donc, du coup, c'est là qu'on rentre dans des schémas de créativité. Et ça arrive que mon conjoint, il m'ait dit, maintenant il me le dit moins, mais qu'il me dise à l'époque, mais j'ai l'impression que là, c'est pas assez structurant pour les enfants. Et je lui dis, mais pour moi, c'est OK. En fait, 90%, voire même plus du temps, on est dans une approche de vie structurée. Avec des horaires où ils prennent la douche, où on prépare à manger, où ils mettent le couvert, où on mange ensemble, où on lit l'histoire, où on se fait des câlins et où on leur dit bonne nuit.
Et une fois de temps en temps, en fait, on précadre, on précise aux enfants, tiens, ce soir, papa ou maman, on a vraiment besoin d'un temps pour nous. Là, il y a quelque chose qui était difficile à vivre dans notre journée. Et du coup, ce qu'on vous propose pour ce soir, c'est de vous mettre une petite table dehors sur la terrasse pour que vous mangiez tous les deux, entre frères et sœurs. Est-ce que ça vous dit? Ils pourraient dire non, hein, mais en fait, les trois quarts du temps, ça leur dit, en fait. Et c'est OK, quoi. Donc, et s'ils n'avaient pas envie, et ben là, je développe ma créativité, je vais chercher d'autres stratégies, quoi. C'est, bon, est-ce que pour ce soir, exceptionnellement, on sort, on va se faire une balade à la plage. Du coup, dès qu'ils vont arriver à la plage, les enfants, ils vont aller se balader, s'amuser, se promener. Et là, je t'écoute. Et c'est une autre stratégie. Et même si on est mardi soir, et alors, on peut sortir et rentrer tôt. C'est pas un souci, en fait. Et donc, du coup, c'est de se réoffrir une sorte de liberté par une gymnastique créative où on s'autorise à chercher plein de solutions, plein d'idées de solutions en mode brainstorming, si on utilise le vocabulaire professionnel, comme un soleil. Il y a un besoin qui n'est pas nourri, il y a une demande, eh bien, je vais chercher toutes les solutions possibles et inimaginables, je vais même demander les solutions à mon conjoint, à mes enfants, et à partir de là, eh bien, on va choisir celles sur lesquelles on est tous OK, quoi, pour que ça réponde aux besoins de chacun. Ouais, ce qui est important, c'est pas de rester bloqué sur l'émotion, quoi. C'est vraiment ça, passer à l'action, c'est ça, c'est quelle est la stratégie, la meilleure stratégie que je peux mettre en place pour me calmer, pour m'apaiser, répondre à mes besoins, éventuellement aux besoins de l'autre, etc. Alors du coup, par rapport à ce qu'on avait demandé, j'ai une personne qui dit, moi j'ai beaucoup de mal à canaliser ma colère, souvent je pleure et après je fais la gueule. Je pense que ça c'est très fréquent. Oui, c'est le ressentiment en fait, c'est je le garde pour moi, je ravale, je dis pas, mais sauf que ça passe pas et effectivement, moi je l'ai partagé en couple, parce qu'en couple ça arrive hyper souvent et c'est dommage avec notre amoureux ou notre amoureuse d'ailleurs. Et du coup, même si dans un premier temps ça n'a pas été évident pour moi, aujourd'hui c'est très fluide et j'ai pu discuter avec mon conjoint il y a déjà plusieurs mois pour lui exprimer mon inconfort par rapport à quand il rentre tard et que j'ai géré beaucoup de choses pour le foyer et la famille et que j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, c'est parce qu'en plus je me base sur des éléments factuels, que depuis le début de la semaine, j'ai géré tel et tel aspect organisationnel du foyer, des enfants, de la vie scolaire, etc. Et je lui exprime mon besoin de partage des tâches, et pas qu'il m'aide, non, qu'il fasse 50% du job, parce que moi j'ai un gros besoin d'égalité et j'ai un gros besoin de liberté. Donc je lui exprime que c'est pas contre lui, mais que je me rends compte que je suis distante après, vous savez, par la gueule. Donc je dis rien, je le gardais pour moi. Sauf que après j'avais pas envie de faire de câlin, quoi. Après j'étais moins rigolote à table et puis j'avais des pensées qui me traversaient. Alors là, si ce soir il espère qu'on fasse un câlin, il peut se coller. Excusez-moi, mais vous le pensez aussi des fois. Donc, je pense qu'on le vit tous. Et donc du coup, je lui en ai parlé. Autant quand je lui ai exprimé que ça me coupait mes envies de sensualité et de sexualité par moment. Dans un premier temps, il a eu un geste de retrait. Par contre, j'ai bien rappelé mon intention quand je t'en parle. C'est pas pour te faire des reproches, c'est parce que je ressens de l'inconfort et que si je le garde pour moi et que je me sacrifie, que je contribue à ton bien-être au détriment du mien, je trouve pas ça juste en fait. Moi, j'ai envie qu'on puisse contribuer à notre bonheur mutuel. Et j'ai pas envie de t'empêcher d'être heureux. Mais par contre, j'ai pas envie que tu sois super heureux au détriment de mon bonheur à moi. C'est pas compliqué quand même. Alors, qu'on soit bien clair. Et du coup, je lui ai proposé qu'on échange sur le sujet et puis qu'on trouve des solutions créatives. Et puis, je lui ai proposé de développer son attention pour qu'on puisse trouver une organisation aussi dans la semaine. Du coup, depuis, en fait, 2 jours par semaine systématiquement, c'est lui qui gère les enfants le matin et le soir, que ce soit pour la préparation avant l'école et pour emmener à l'école. Et c'est pas moi qui suis en train de demander l'aumône pour qu'il aille emmener les enfants à l'école, quoi. Non, c'est calé, c'est OK. Par contre, on a trouvé des solutions alternatives
C'est-à-dire, il m'a dit, mais moi, je ne peux pas savoir à l'avance. Je lui ai dit, on trouve une organisation. Moi, je peux gérer les enfants dès que j'accompagne pas sur Saint-Denis, dans le nord ou dans l'est. Dès que j'accompagne dans l'ouest, dans le sud, je peux aussi bien gérer mes formations que mes coachings dans mon bureau à côté de mon domicile. Du coup, on s'est calé. J'anime et j'accepte des missions dans le nord et dans l'est que 2 fois par semaine maximum. Et une fois que j'ai atteint les 2 fois, il n'y a même pas de négo en fait. Je dis, vous avez de la place à partir de dans 3 semaines, dans 1 mois. Et je dis même pas que j'ai de la place, sinon mes clients potentiels ils vont s'engouffrer et me le demander potentiellement. Donc non, j'espère pour toi qu'ils t'écoutent pas. C'était OK. Et de toute façon, j'affirme mon nom maintenant. Et ça n'est pas contre eux. Ce n'est pas contre vous. C'est pour respecter mes besoins et mon équilibre de vie. Et c'est comme ça que je peux vous offrir le meilleur de moi-même quand je suis avec mon accompagnement. Donc, c'est pour mon bien-être et pour le vôtre. Donc, c'est vraiment OK ça. Chouette. Et donc, en créativité et autres, eh bien, on a trouvé plein de stratégies. Donc, on s'est organisé. On est attentif mutuellement à se dire, quand on se voit l'un ou l'autre la tête dans le guidon, en se disant, tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une soirée en tête-à-tête avec un ami, tu n'aurais pas envie de te faire une petite sortie Et en fait, on s'incite mutuellement parce que c'est plus facile d'aider l'autre que de s'aider soi-même parfois. Et quand je suis la tête dans le guidon, il est mon ange gardien d'une certaine façon et moi inversement. Donc, du coup, on s'entraide, on est des partenaires, quoi. On n'est pas des adversaires. Et j'ai pas envie de le voir comme un adversaire. Donc, du coup, on a développé des systèmes d'alliance, de coopération, d'entraide et d'amour. Et du coup, maintenant, c'est rigolo parce que régulièrement, il intervient et il a vraiment pris son espace au sein du foyer et chaque année de plus en plus. Et je ne compte pas le laisser s'en arrêter là. Hein. C'est OK pour qu'il prenne vraiment 50% de l'espace et de la gestion de tout, quoi. Et dans ce contexte-là, régulièrement, lui, il utilise l'humour et c'est très agréable pour moi. Donc, il rentre à la maison et puis il dit ce soir, je m'occupe de tout. Et puis, il me fait un petit clin d'œil en me disant tu t'en rappelleras. Hein et c'est de la complicité, en fait. C'est de la douceur, c'est de la légèreté. Et d'autres fois, il me dit du coin de l'oreille alors, tu m'avais dit que tu croyais que ce serait comme ça qu'au début. Hein et en fait, ouais, non, c'est pas comme ça qu'au début. Ça dure et ça perdure. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, on vit de l'inconfort, y compris dans notre relation de couple. Mais la différence, c'est qu'on ose se le dire et sans se faire des reproches et en cherchant des solutions ensemble. Y compris en apprenant à lâcher prise, y compris en acceptant et en choisissant de ne pas faire l'amour quand l'un des deux n'a pas envie. Plutôt que de forcer la main. On le fait en mode consentement vraiment et on s'autorise de plus en plus de dire non, j'ai envie. Par contre, aussi de s'autoriser à dire là, j'ai envie de sensualité, j'ai envie de douceur, j'ai envie de réconfort et j'ai pas envie de sexe. Et d'autres fois, si, mais voilà, mais d'oser s'écouter et de dire c'est pas contre toi, c'est moi qui suis pas disponible, donc ne le prends pas personnellement, vraiment. Et pour une relation en douceur. Et puis aussi de se caler sur nos besoins. Moi, après mes accouchements, pour les femmes qui sont présentes, je trouve que c'est une mutation de malade. J'ai perdu mon désir vraiment. Et ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Donc, ce besoin-là, il n'était pas du tout nourri. Le besoin de sexualité, ce besoin de contact charnel, etc., d'amour intense. Et aussi d'évasion, parce que ça nourrit aussi ce besoin d'évasion-là. On a défini des stratégies que je ne vais pas vous donner dans le détail, je ne vais pas vous les partager, mais je vais les garder pour moi à titre perso, celle-ci, même si on peut le partager individuellement, mais là, je vais le garder pour moi, pour mon intimité. Mais il y a vraiment plein de choses à faire à ce stade-là, parce que du coup, on a développé on a réussi à sortir de notre zone de confort, qui était très inconfortable, où on avait très peu de relations sexuelles à ce moment-là, et ça n'a pas été un souci en fait. C'est-à-dire que on a ressenti de l'inconfort, l'un comme l'autre, mais le fait qu'on en ait parlé, eh bien, on s'est offert de la tendresse, de la douceur, de l'amour, on s'est offert du temps, parce qu'effectivement,
ben, c'est quelque chose, un accouchement, quoi. Et les suites aussi au niveau hormonal, le corps qui se répare et tout le reste, quoi. Donc, ça a permis de traverser cette période où il y avait une partie de notre expression d'amour qui ne se manifestait pas par de la sexualité, quoi. Mais on a pu le nourrir autrement et on a pu se redonner envie mutuellement par de la tendresse, de l'humour, de la complicité. Et voilà, et c'est en ça qu'on peut développer de la créativité pour répondre une fois de plus à cette idée-là. Moi, j'hallucine comme aujourd'hui, je trouve des solutions créatives et je sors des schémas classiques et de mes conditionnements. Ce qui compte, c'est juste que ce soit plein d'idées de solutions qui permettent de retrouver du calme et de la joie. Donc, du coup, ça redonne de l'espace à plein d'idées, quoi. Ouais. Plein d'idées farfelues, quoi. Il y a Gisèle qui dit l'amour, c'est aussi se respecter et respecter l'autre. Il y a Karine qui dit ça s'appelle aussi faire des concessions, s'écouter et communiquer. On a tendance à l'oublier. On peut être plus patient, plus tolérant avec les amis et souvent être un peu moins avec son petit cocon, avec son conjoint et avec ses enfants. Mais c'est vraiment, pour moi, la cellule familiale, voilà, c'est là où on peut vraiment être soi, se détendre, se reposer, baisser les armes. Donc, je trouve que c'est important. Moi, je sais qu'en début de relation, où j'avais beaucoup, beaucoup de mal à exprimer mes émotions, quelles qu'elles soient, mon chéri me disait, on va mettre en place une règle dans notre relation, c'est que l'autre n'est pas une poubelle émotionnelle. Et j'adorais cette image. C'est-à-dire que je peux ressentir de la colère vis-à-vis de lui ou X par rapport à mon travail, mais quand je rentre, c'est important ou de le verbaliser clairement, ou alors de faire un stop. Moi, souvent, et ça m'arrive encore quand il m'énerve, de lui dire « Ok, stop, là, on arrête la conversation, on en reparle plus tard quand moi, je suis redescendue au vert, parce que là, ça bug, je suis dans mon cerveau reptilien, donc c'est inutile d'en parler. Mais voilà, et on a mis en place toutes ces stratégies-là depuis toutes ces années où maintenant, on arrive à communiquer. C'est-à-dire que c'est un peu Mars et Vénus, je ne sais pas si vous avez vu, où il parle justement du sable qu'il peut y avoir, d'enlever ce sable pour pas abîmer la relation, parce que de garder des ressentiments, de garder de la colère et de ne pas l'exprimer vraiment dans le couple, c'est tellement important, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples, en tout cas en consultation, je le vois, qui se séparent alors qu'il y a encore de l'amour, mais la communication est rompue. C'est-à-dire qu'il y a tellement de ressentiments, tellement de colère, tellement de choses qui n'ont pas été exprimées depuis tellement d'années que dès que ça pète, on ressort des dossiers qui normalement auraient dû être archivés depuis des années, mais qui ressortent quand même sur le tapis. Tu m'as dit ça et tu m'as fait ça il y a 3 ans. Et voilà, donc c'est vraiment important quand l'émotion arrive, quand la colère est là, de l'exprimer. Alors, c'est pas sur le moment, c'est de le faire après, mais d'enlever vraiment cette charge émotionnelle pour pas que ça reste et que ça abîme la relation vraiment. Ouais. Et on voit bien quand on est en colère, quand je suis vraiment en colère, j'ai eu la tendance, comme tu l'as dit, Corinne, de me laisser dire « il m'énerve ». Et l'instant d'après, quand je me suis calmée et que j'ai différé la conversation, je suis capable de dire « je suis énervée ». Parce que là, j'avais besoin d'écoute ou d'être juste accueillie dans ce que je vis. Ouais. La plupart du temps, on n'a pas besoin que l'autre nous trouve des solutions. Et d'ailleurs, ça n'est souvent pas la demande qu'on formule. Quand on parle à quelqu'un, c'est juste qu'on veut qu'il y ait une oreille qui nous écoute et qui accueille que « ah oui, ça me crée de la colère ». Ok, on veut juste ça, les 3/4 du temps. Et moi, ça m'est arrivé de dire à mon conjoint « mais je te demande pas de solution. Mais qu'est-ce que tu veux ?» Je voulais juste que tu m'écoutes. C'est pas que tu demandes pour m'écouter. Ouais, mais ça, les hommes, c'est très difficile. C'est encore plus difficile pour un homme. Je sais pas, je voudrais pas faire de généralisation. Ouais. Mais vraiment, c'est juste cette idée que on peut se proposer mutuellement de s'accueillir, d'accueillir ce qui se vit chez l'autre.
plutôt que de couper la partie qui est vivante en nous, d'accueillir tout ce qui se vit. Et ça ne veut pas dire que j'accueille parce que c'est confortable et que j'accepte ou que j'adhère, mais juste accueillir. Il y a plein de choses auxquelles je n'adhère pas, mais j'accueille l'émotion que vivent certaines personnes qui ont des actes violents et autres. Mais c'est cette idée d'accueillir ce qui se vit. Il y a Dominique qui dit réfléchir et trouver le désir pas nourri qui a déclenché la colère devrait être un réflexe pour mieux se connaître, mais il faut pratiquer. Donc oui, comme pour tout, ça demande vraiment d'appliquer, de pratiquer, de mettre en action tout ça, parce que le processus en lui-même, il est simple. Les faits, les sentiments, les émotions, les besoins, la demande, en soi, comme ça paraît très simple. Mais ça demande vraiment de pratiquer pour que ça redevienne une habitude. Il faut s'éduquer. Alors, il est 19h. Tout à fait. Tout à fait. Au-delà de l'info, j'ai vraiment envie de vous dire, une fois de plus, c'est je choisis de sortir de mes conditionnements, de mes habitudes pour créer des nouvelles habitudes. Et si on apprenait à nous libérer de nos habitudes néfastes à notre bonheur, et si on s'autorisait à développer des routines bénéfiques, et dans cette routine bénéfique, une fois par jour, revisiter une situation inconfortable. Moi, quand les personnes elles participent à mes accompagnements, mais je leur dis, si tous les jours vous en revisitez une ou deux, mais au bout de 3 mois, vous en avez visité 90, voire le double, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on crée une habitude. Quand je décide d'aller faire une activité de ressourcement, c'est plus facile si j'y vais toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Et bien là, c'est pareil. Si je le fais tous les jours quand je rentre du travail et que quand je descends la lunette, hop, parce qu'il y a du soleil et que là, je vois le processus OPS en 2 secondes, observation, sentiment, besoin, demande, hop, je revisite une situation inconfortable. Ça va devenir un automatisme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de j'ai pas l'habitude, j'arrive pas à me discipliner à je le fais naturellement? Eh bien, c'est le fait de s'entraîner. Comme quand vous avez appris à conduire. Au début, waouh, c'était chaud, quoi, le code, la conduite. Et aujourd'hui, vous vous posez même pas la question, quoi. Vous avez déjà mis votre ceinture, vous avez déjà débrayé, vous avez déjà enlevé le frein, vous avez déjà regardé dans le rétro. Vous n'êtes même pas posé la question, d'ailleurs. Peut-être même vous avez fait d'autres trucs en même temps. Ouais. Donc, c'est la même chose. C'est juste le fait de s'entraîner. Et pour s'entraîner, il y a plein de moyens. Une notification sur le téléphone, un mémo sur le miroir du… Tiens, ça c'est de la créativité. Un petit mémo rouge à lèvres sur le miroir le soir à chaque fois que je me lave les dents, je revisite une situation inconfortable. Ça me laisse le temps de bien me laver les dents, etc. En fait. Donc, on peut trouver des stratégies et on peut aussi s'aider avec des mémos, quoi. Moi, j'aime beaucoup les mémos, les phrases qui m'aident à y penser, des petits mots qui sont dans mon tiroir quand je les ouvre, sur les choses que je veux pas oublier, qui sont liées à mon essentiel et à ce que j'ai envie de vivre de ma vie pour être créatrice de mon bonheur. Je m'amuse à mettre des petits mots qui me font plaisir et qui me rappellent en fait, qui me rappellent à ce que j'ai envie de vivre. Complètement. Il y a Gisèle qui dit, lorsque je ressens la colère, comment trouver le besoin? Alors peut-être que c'est quelque chose que je voulais faire. Alors on peut le faire éventuellement avec Gisèle ou avec d'autres personnes. Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets, par exemple de la dernière expérience, situation où vous avez vécu de la colère et que peut-être que la colère elle est toujours présente en vous et que vous avez du mal à la digérer, à l'exprimer. Comme ça, on part d'un exemple et puis on vous aide à élaborer pour que vous compreniez le processus. Les faits, les sentiments et besoins, la demande. On va prendre un exemple. Donc, si vous voulez bien nous donner. Tu veux rajouter quelque chose? Un exemple précis, c'est l'idéal parce que l'idée, c'est pas de faire de généralisation et au contraire de pouvoir contextualiser, définir un contexte précis. Il y a 4 jours, il s'est passé ça, ou il y a quelques jours, il s'est passé ça de précis. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez vu ou entendu qui vous a créé de l'inconfort, ou qu'est-ce que vous n'avez pas vu ou pas entendu. Quand j'entends pas un bonjour, au revoir, merci dans un magasin, moi, ça me crée de l'inconfort. Mais quelque chose qui soit factuel, et puis si ça ne l'est pas, c'est pas gênant de toute façon. Là, l'idée, c'est de dérouler le schéma et d'aller voir.
Pour identifier les besoins, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est d'avoir une liste des besoins et juste de les lire. Et quand on les lit, on peut ressentir quand ça nous touche au niveau corporel, quoi, au niveau du cœur. Ah ouais, ça vous parle de lire ce mot-là, quoi. Et puis après, on s'entraîne en fait. On s'entraîne entre personnes qui se forment. On se propose des temps d'écoute empathique quand on a besoin. Et puis, après, ça devient de plus en plus une habitude. Alors moi, c'est quelque chose, effectivement, que quand je me suis formée à la CNV, donc je ne sais plus, il y a peut-être 5-6 ans de ça, où effectivement, j'avais cette notion de besoin. Ok, il faut identifier le besoin. Et puis un jour, je me suis vraiment retrouvée dans une situation où on s'était donné rendez-vous. Alors, je vous parle d'une expérience concrète. On s'était donné rendez-vous avec des copines à telle heure, donc disons 10 heures du matin, pour se faire une plage. Et elles habitent à la plage, vraiment juste à côté, donc en 5 minutes, elles y sont, sauf que moi, j'ai un quart d'heure de route. Donc, et je suis assez ponctuelle. Donc, je prends la route 15 minutes avant pour arriver à 10 heures. Et là, je crois, mais je suis dans ma voiture et je reçois un message en disant on sera en retard, donc on se retrouve plutôt pour 11 heures, donc 1 heure après. Et là, mais j'ai une colère. Mais alors, ça a fait volcan à l'intérieur de moi et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et là, alors dans Marshall Rosenberg, quand on apprend la CNV, il y a 2 étapes. Il y a l'étape où on est en mode chacal, où on va se vider émotionnellement. Et ensuite, il y a le mode girafe, où on est plus en écoute empathique. Mais en tout cas, quand j'ai été dans cette colère-là, vraiment en mode hérisson et chacal, c'était mais putain, mais c'est vraiment des connes, mais comment elles peuvent faire ça, mais prévenir juste avant que je suis sur la route, quel manque de respect, je comprends pas, moi je ferais jamais ça. Enfin voilà, bref, donc là je pars, etc. Et puis je me lâche, justement, étant donné que j'avais conscience de ce processus, là je me dis, vas-y, tu es dans ta voiture, tu es toute seule, il n'y a personne qui t'entend, exprime ta colère, donc je gueule, je traite de tous les noms. Et puis je me dis, ok, bon, maintenant que ça s'est fait, identifie ton besoin. Et là, ça a été magique, mais vraiment magique. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai identifié que j'avais besoin de respect, j'avais 3 ou 4 besoins là qui étaient venus, juste d'identifier le besoin, mais ça m'a apaisée. C'est-à-dire que je suis passée de 10 sur 10 sur l'échelle de la colère à 2 peut-être. Et voilà, et je suis vraiment partie jusqu'à ne plus ressentir. Défini, besoin de respect des engagements, C'est besoin d'attention. Attention sur le fait que on n'habite pas tout au même endroit, donc si on prévient à l'avance, on se rend compte, besoin d'attention. Besoin de respecter ton rythme, parce que du coup, là, toi, tu fais quoi en attendant Mais du coup, il y a un besoin qui m'a fait switcher. Je me suis dit, ok Corinne, parce qu'il y avait 2 choses qui avaient changé. Il y avait l'horaire qui avait changé, donc il y avait 1 heure de décalage, et il y avait le lieu. C'est-à-dire que comme maintenant on est à la bourre et que c'est plus 11 heures, on se retrouve plus à la plage, mais chez une des copines. Et là, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce qui était prévu, quoi. Et le fait de trouver le besoin en disant, ok, de toute façon, ce que tu veux, c'est être avec tes copines. Donc, que ce soit à 10 heures, à 11 heures, que ce soit à la plage ou chez elles, ton besoin de retrouver tes copines, de passer du temps avec elles, de rigoler, ces besoins-là seront nourris. Et là, mais vraiment, mais en un claquement de doigts, je suis descendue à 0. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment, dès que vous êtes que vous ressentez de la colère, identifiez votre émotion, votre besoin, et vous allez voir, vous allez vraiment, en tout cas, ça va vous calmer, ça va vraiment vous refaire descendre dans le verre. Pour compléter, ce que je peux dire aussi, c'est que quand on fait le tour des besoins pas nourris, comme tu viens de le dire, Corinne, c'est qu'il y a aussi une partie des besoins qui sont nourris. Et Marshall Rosenberg, il parlait de faire le deuil, en fait, faire le deuil et accueillir le fait que à chaque instant, je n'ai pas forcément la possibilité de nourrir tous mes besoins en même temps. Et donc, de remettre dans l'ordre les priorités. Et là, ta priorité, c'est un moment de partage, d'échange, de rigolade entre copines. Du coup, c'est clairement en position 1. Donc, ça permet de se dire, en fait, la deuxième partie, c'est annexe, quoi. C'est moins important. Par contre, si ça se renouvelle avec les mêmes copines, pour éviter que ça arrive, c'est possible, une fois qu'on s'est mis au clair avec nos besoins qui sont importants, de pouvoir l'exprimer.
C'est-à-dire de pouvoir leur dire à un moment donné, pendant ce temps de partage, ben, j'avais envie de vous partager, tu sais, tout à l'heure, quand j'ai reçu le message sur maman, mais j'étais énervée, quoi. J'étais furieuse dans ma voiture, quoi. Et finalement, ben, je me rends compte que j'avais vraiment envie qu'on soit ensemble, mais ceci étant, ben, le fait que, et d'exprimer mes besoins, hein. Si tu avais besoin, par exemple, ce jour-là de connexion à la nature et que ça te pose un problème, que ce soit chez une amie plutôt qu'en nature, c'est de pouvoir évoquer pour les prochaines fois, est-ce que ce serait OK qu'on ne modifie pas le lieu et l'horaire à la dernière minute ou que si on modifie, c'est minimum une demi-heure ou une heure avant pour respecter l'organisation et respecter le rythme de chacune. Et puis, c'est aussi se faire connaître de l'autre. On n'a pas toutes les mêmes exigences de respect. Complètement. Moi, j'ai une amie, c'est vraiment hyper douloureux pour elle dès que les personnes ne sont pas à l'heure, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que ces dernières années, avec l'arrivée de mes 2 enfants en bas âge, la notion de respect de l'heure a un petit peu changé, hein. Avant, j'étais vachement plus ponctuelle. Et là, quand ils étaient petits, le moment de les laisser avec une tati et de partir, bah, en fonction du câlin qu'ils demandaient, patati patala, en fonction des coups, de garde des enfants, et bah, du coup, je prenais pas forcément une heure de marge avant de voir les amis, quoi. Et du coup, bah, des fois, j'arrivais un peu après l'heure. Par contre, comme je sais que c'est important pour cette personne, je faisais l'effort pour cette personne et aussi parce que je savais qu'elle arrivait seule et qu'elle arrivait en avance parce qu'elle est ponctuelle, ultra ponctuelle. Par contre, quand je sais que je suis avec d'autres amis, que c'est moins important pour eux, et là, on se donne une tranche horaire entre telle heure et telle heure. Et on sait que c'est OK. Moi, j'aime bien être toute seule dans un bar ou quelque part en train d'attendre mes amis, mais sans attendre, en fait, prendre le temps de regarder les gens et tout. C'est OK pour moi, mais c'est OK pour d'autres, ça ne l'est pas, quoi. C'est ça. Et donc, petit à petit, là, on apprend à se connaître et à se respecter dans tout ça. À fond. Je le fais aussi sur les anniversaires des enfants. J'ai pas envie d'avoir des cadeaux neufs et par toutes les personnes qui viennent aux anniversaires de mes enfants. Donc, bah, j'en parle aux personnes en amont en leur disant que pour moi, ce qui est important, c'est que mes enfants ils soient contents d'avoir des amis et qu'ils soient contents de les prendre dans leurs bras et pas qu'ils aillent courir derrière un cadeau, quoi. Sans compter tous les impacts que ça a sur la planète et tout le reste. Exactement. Donc, pour moi, c'est juste des choix personnels. C'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste se respecter en fonction de ce qui est important pour vous, quoi. Oui. Donc, on va prendre les 2 exemples qui nous sont donnés là sur notre plateforme. Donc, il y a Sariaka qui dit « Quand on est en colère avec ce qui se passe au travail, on n'a plus envie d'y retourner le lendemain. Ça enlève la motivation. » Ok. Donc là, pareil, hein, quel est le besoin qui n'est pas nourri? Ça va dépendre. Ça va dépendre de chaque situation. Oui, je demande à Sariaka qu'elle aille identifier pour elle quel est le besoin ou les besoins qui ne sont pas nourris. Qu'est-ce qui a généré cette colère-là? Est-ce qu'elle pourrait donner un exemple qui lui a créé de la colère? Est-ce que c'est parce qu'on lui a demandé un dossier et que derrière il n'a pas été traité alors qu'on lui a dit que c'était urgent? Est-ce que c'est parce qu'elle a pas reçu une info alors que tous ses collègues ont reçu une info? Ça va vraiment dépendre. Alors, elle répond, c'est manque de respect mutuel. Donc, le manque de respect fait naître chez elle de la colère et du coup, ça lui enlève la motivation ensuite d'aller, de retourner travailler. Ok. Qu'est-ce qui a été dit ou fait ou pas dit qui fait que vous avez la perception qu'il y a un manque de respect mutuel? Parce que vous avez assurément un besoin de respect. Et du coup, qu'est-ce qui est dit ou fait qui vous crée de l'inconfort? Et ensuite, surtout, quelle demande vous allez pouvoir vous faire à vous-même? Peut-être pour prendre du recul parce que vous ne pouvez pas maîtriser l'autre. Mais peut-être aussi pour vous faire connaître de l'autre sur ce qui vous crée de l'inconfort ou sur ce que vous aimeriez développer comme relation humaine avec la personne. Peut-être sur le moment ou le lendemain, en discutant, peut-être lors d'un entretien annuel, où on prend le temps de se parler. Mais moi, personnellement, je le ferai plutôt dès le lendemain, en fait, pour pouvoir alléger mon verre, en fait. Et pour pouvoir le faire et favoriser une écoute empathique, d'oser dire, ben, quand il s'est passé ça hier, moi, je me suis sentie en colère, frustrée, parce que j'ai besoin de respect. Et le fait que vous ayez dit ça ou pas dit ça, ou fait ça ou pas fait ça,
et ben, c'est vrai que ça me crée beaucoup d'inconfort. Et j'avais juste envie de vous le dire parce que je me dis que si on apprend à se connaître, eh bien, on peut faire attention les uns aux autres et développer des relations qui soient plus harmonieuses, en fait, pour tout le monde. Comment c'est pour vous quand je vous dis ça? Et, euh, et est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi pour vous? Et du coup, d'avoir une forme de curiosité sur comment c'est pour l'autre. Et en même temps, l'autre, peut-être qu'il va dire, bah, c'est vrai que ça m'arrive de le faire, mais là, je l'ai pas fait, j'étais débordée, je pensais à plein de trucs, j'avais plein de trucs en tête, c'était le rush, j'avais de la pression, là, là, là. Et du coup, je peux aussi apprendre à comprendre l'autre éventuellement dans ce qu'il vit aussi. Euh, et puis, bah, surtout, on va pouvoir évoluer et avancer ensemble dans l'avenir, quoi. Ouais. Et je pense que c'est important de partager nos vocabulaires. C'est-à-dire que pour nous, on peut vivre telle situation comme un manque de respect, mais si on en parle à l'autre en disant bah, quand tu m'as dit ça ou quand tu m'as fait ça, j'ai ressenti de la colère et parce que j'ai besoin de respect, l'autre peut très bien répondre en disant je suis désolée, enfin, pour moi, c'était pas du tout un manque de respect. Moi, je l'ai fait pour telle ou telle raison. Donc, c'est pour ça que la communication est importante. Hein, c'est important de ne pas rompre la communication dans des conflits pour partager le monde de chacun. Ça se peut vraiment que c'est pas intentionnel et puis bien comprendre euh, que tout est interprétation. C'est-à-dire qu'on part déjà avec notre propre filtre. Donc, un manque de respect pour nous peut absolument ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Peut-être même qu'il peut y avoir des fois une intention de la personne de nous économiser du temps, du genre, ben, je vous ai pas remis en copie du Xème mail, machin. Et finalement, si j'ose formuler les choses sur la base d'observations factuelles, en épurant et en enlevant les jugements, les reproches, les interprétations, et en exprimant ce que je ressens et ce que j'ai besoin, la personne, elle va pas retenir que besoin de respect. Et elle va pas entendre qu'il y a un manque de respect. Elle va entendre, vous avez besoin de respect et à travers telle action concrète, ça vous a créé de l'inconfort. Et on va pouvoir parler de la situation concrète. Et pas dire c'est du respect, c'est pas du respect, machin, comme si on cherchait à savoir qui a tort ou raison sur c'est quoi qui est respectueux, quoi. Alors qu'en fait, il n'y a pas de définition. On a chacun des codes et des valeurs qui peuvent être légèrement différents. Et puis, on peut juste se connecter sur l'intention. Se dire, bah, quand vous avez dit ou fait ça, ou quand vous n'avez pas dit ou pas fait ça, est-ce que vous aviez une intention en particulier? Et du coup, on peut aller voir aussi découvrir qu'il y a régulièrement des intentions qui peuvent être nobles, en fait, auxquelles on pense pas, parce que juste nous, ça nous crée de l'inconfort et l'autre avait pas conscience de ce que ça pouvait avoir comme répercussion. Donc là, dans son cas, ouais, c'est au niveau de la hiérarchie qui pense avoir droit à tout, ce qui entraîne le manque de respect. On va poursuivre avec Gisèle, parce que le temps file. Je revenais du supermarché, j'ai demandé à un ami de venir prendre mes courses en sonnant à sa porte. Il a ouvert la porte pour moi sans me rejoindre alors que j'étais pas en bonne santé. Ok, donc là pareil, même question, hein, quels ont été les besoins non nourris? Est-ce que c'est aussi un manque de respect? Ou en tout cas, est-ce que c'est un besoin de respect? Est-ce que c'est un besoin de soutien? Est-ce que c'est un besoin de partage, de collaboration, Est-ce que c'est un besoin de respect des engagements? Est-ce qu'au téléphone, la demande avait été claire et validée? En mode, je me sens vraiment en difficulté là, en santé, je me sens affaiblie. Est-ce que ce serait OK pour toi de venir jusqu'à ma voiture au moment où je t'appelle, c'est que je serai arrivée et pour que tu puisses m'aider à porter les courses? Et donc, d'oser faire des phrases plus longues, en fait, pour aller se faire connaître pleinement. Tu dis là quelque chose d'essentiel. Hein. C'est vrai que je vois beaucoup, et puis je l'ai pratiqué évidemment, hein, l'implicite. C'est-à-dire qu'on ne verbalise pas correctement nos propres besoins et on s'attend à ce que l'autre imagine ou devine, tel un voyant, nos besoins. Et donc, c'est vrai que si on ne le verbalise pas, ben, ça va être très compliqué pour l'autre de répondre à nos besoins. Et donc, on peut leur en vouloir en disant oui, mais j'étais pas bien, j'étais malade, etc. T'aurais dû le voir, t'aurais dû le savoir et t'aurais dû venir m'aider. Alors que juste en le disant, voilà, je me sens pas bien et j'ai besoin de soutien, est-ce que tu peux m'aider?
de faire vraiment des demandes explicites, vraiment explicites, et pas de laisser l'autre interpréter et deviner, hein, parce que ça crée aussi pas mal de conflits. Hein. Et après, il y a un autre aspect complémentaire, c'est d'oser se respecter et s'écouter. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, c'est possible pour vous, pour d'autres fois, de vous dire, je sors sans les courses, je vais jusqu'à mes amis et je leur dis, il y a les courses dans le coffre et est-ce qu'il y a des personnes qui seraient OK pour aller les chercher parce que j'ai mal là, j'ai mal là. Alors là, pour Gisèle, pour celle qui nous dit, alors elle, c'était pas un manque de respect, mais elle a ressenti de l'abandon. Il a ouvert la porte sans m'écouter. Donc là, c'est dit hein, dans la phrase, hein, il y avait déjà besoin d'écoute. Hein. Il y a un vrai besoin d'écoute hein, et de soutien. Et d'attention. Et d'attention. Donc, juste un petit mot, l'abandon, c'est pas un sentiment au niveau du cœur, c'est une interprétation mentale. Au niveau du cœur, c'est je me suis sentie seule, vraiment seule. Parce que dans abandon, si je dis abandon, l'autre veut dire mais je ne suis pas abandonnée. Et parce que ça implique l'autre, l'abandon. L'abandon d'un parent vis-à-vis de son enfant, bah, c'est bien un acte de l'autre, donc c'est bien un reproche. Et effectivement, ben, on est chacun dans notre rythme. Peut-être qu'il est au téléphone. Il se passe plein de choses. Donc, du coup, c'est d'oser prendre le temps de dire les choses et aussi de vraiment prendre conscience qu'il y a autant de façons de penser que d'individus. Et donc, ce qui est normal et naturel pour moi ne l'est pas pour l'autre. Et quand bien même ce serait normal pour l'autre, eh bien, en fait, il y a des moments où on est plus ou moins disponible. Moi, je sais que je suis dans une approche globalement de ponctualité. Corinne, elle en parlait également. Ceci étant, il m'arrive d'avoir des situations particulières où je suis particulièrement fatiguée, épuisée, surmenée et où je peux me laisser déborder. Et j'ai pas pour autant envie que les gens qui me côtoient partent dans une généralisation sur le fait que c'est intentionnel. Par contre, c'est important pour moi de pouvoir l'expliciter quand j'arrive en disant ça me tient à cœur. Là, je me rends compte que je suis pas dans le timing. Et je me rends compte que là, j'ai pas respecté mon rythme. J'ai fait trop de choses dans ma journée et ça favorise aussi une compréhension de la part des gens qui sont en face. Donc, une invitation à oser clarifier son message et sa demande en amont, oser exprimer après, pendant le moment de partage, en tête-à-tête de préférence plutôt que devant toute une assemblée. Quand on a quelque chose d'inconfortable à dire, si vous osez le dire en tête-à-tête et en parlant de ce que vous ressentez par rapport à ce qui s'est passé à un instant T, ça permettra d'éviter d'étiqueter l'autre et l'autre sera beaucoup plus à même de vous offrir une écoute empathique et d'évoluer dans la relation avec vous pour une relation harmonieuse et durable en fait, pour cultiver la relation amicale. On prend un dernier exemple, donc celui de Clarisse. Lorsqu'on m'accuse injustement, je peux monter ma voix, l'injustice me fait réagir. Donc, quels peuvent être des besoins par rapport à l'injustice? Ben, c'est ce besoin-là. En fait, vous avez besoin de justice. Quand il se passe quelque chose, un stimulus, ou dans votre tête, vous dites « Ah, c'est trop injuste !» Ben, en fait, vous avez besoin de justice, en fait. Et dès que ça vous semble injuste, ben, ça vous crée de la colère. Et vous avez besoin de justice. Et du coup, ça peut s'exprimer, en fait. Au lieu de dire « c'est injuste », et que la personne en face puisse dire mais je suis pas du tout d'accord avec toi, mais si c'est juste, on peut ne pas partager les mêmes perceptions, mais par contre on peut dire moi je suis vraiment en colère là, parce que j'ai besoin de justice et en fait quand il se passe ça et ça et ça, précisément pour moi c'est de l'injustice, pour moi. Et donc l'autre va avoir l'espace pour dire en quoi pour lui ça n'est pas de l'injustice. Ça veut pas dire qu'on va changer d'avis mutuellement, hein, mais au moins on va s'écouter et peut-être pouvoir se comprendre sans pour autant adhérer, hein. Et voire même, on va peut-être adapter, modifier notre vocabulaire, parce qu'on va prendre conscience qu'on est allé un peu fort en cacao sur l'utilisation de certains mots, quoi. Alors, il y a une autre personne qui dit, alors moi, c'est j'ai reçu une baigne et lui en ai foutu deux. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, ceci n'est absolument pas de la communication bienveillante. Vous étiez en mode réactionnel. Vous étiez en réaction, c'était trop intense pour vous probablement, et du coup, il y a des moments où on n'arrive pas à se canaliser, quoi.
c'est OK. Et je pense que l'idée, c'est pas d'aller viser la perfection dans cette approche et cette philosophie de vie de la communication consciente et bienveillante. C'est de développer des nouvelles habitudes qui adoucissent la vie à soi et la vie avec les autres, en fait. Mais ça ne veut pas dire que je vais y arriver tout le temps. Moi, quand j'ai vu mon garçon de 4 ans à l'époque mettre un pain dans le visage de sa sœur, qui en avait 2, ne le dites à personne, je l'ai attrapé par les cheveux. Et l'instant d'après, par contre, ce qui a changé dans mon approche, c'est que j'ai su aller m'excuser, demander pardon à mon fils. J'ai su lui expliquer que j'étais en réaction et qu'en fait, j'ai pas réussi à réfléchir que je veux la santé des deux. Et en fait, j'étais centrée sur la personne qui était victime de violence, mais sauf que moi, j'ai mis en œuvre une forme de violence. Et donc, je lui ai dit, c'est pas comme ça que j'ai envie qu'on fonctionne, en fait, je te demande pardon. Et pour une prochaine fois, je vais essayer de faire attention parce qu'effectivement, vous êtes petits tous les deux et moi, j'ai juste envie de vous montrer comment faire certaines choses pour qu'on puisse vivre ensemble, même si on n'est pas d'accord. Et il y a d'autres façons de faire. Quand on n'est pas d'accord, plutôt que de lui mettre un pain à ta sœur, eh bien, tu peux lui dire non, je suis pas d'accord. Tu peux aussi venir me voir et lui demander qu'elle sorte de ta chambre. Ça, c'est possible. Tu peux aussi sortir de la pièce parce que tu sens que sinon, si vous êtes prêt, tu as envie de la taper parce que tu sais pas comment faire autrement. Mais on va t'apprendre qu'il y a d'autres façons de faire. Et même quand on est adulte, des fois, on a beau savoir comment on fait, de temps en temps, on est submergé par une émotion. Il y a trop de besoins pas nourris et de temps en temps, ça nous arrive. Et donc, de rester doux avec nous aussi, ça sert à rien après d'aller se culpabiliser sur les j'aurais dû, j'aurais pas dû, parce que c'est que s'enfermer dans de la souffrance et ça n'a pas d'intérêt. Ça ne permet pas d'évoluer en plus. C'est castrateur, alors qu'à contrario, j'ai la possibilité de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment la prochaine fois. Et donc, de vous faire des demandes à vous-même, qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment et donc de m'y entraîner quand ce sera moins intense. Donc, quand j'entends que ça hausse la voix, maintenant, je me rapproche et je vais discuter et dialoguer. J'attends pas d'entendre qu'il y en a un qui pleure. Et ça, c'est une demande que je me suis faite à moi-même. Je leur ai fait des demandes à eux, mais je peux toujours me faire des demandes à moi. Faites-vous des demandes à vous-même pour vraiment être acteur, actrice de votre bonheur. Et remettez pas 100% du bonheur dans le comportement des autres, quoi. On est chacun responsable de c'est ça. bonheur. On peut pas transformer les autres, mais quand on change nous-mêmes, eh bien, ça fait évoluer la relation et ça fait évoluer l'autre aussi. Donc, c'est important de prendre nos responsabilités. Ce sont nos émotions. L'autre, l'action, l'événement n'est qu'un stimulus, mais on est responsable aussi. Ce sont nos émotions et c'est vraiment à nous d'en faire quelque chose. Alors, il y a Floriane qui nous dit « Ça semble tellement simple, fluide en vous écoutant. » Mais qu'est-ce que c'est compliqué de trouver les bons mots, d'être posé lors de la communication avec l'autre, lors ou après un conflit. C'est de la pratique. Ça l'est jamais. Ça l'est jamais tout le temps. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'une fois qu'on a l'outil, ça va être simple tout le temps. On a compris, c'est intellectualisé et on va pouvoir gérer tous les conflits. Mais non, voilà, émotionnellement, on peut encore se laisser envahir. Comme tu disais, Florence, avec la pratique, on peut au départ, on va être submergé par la colère et péter un câble, comme on dit, crier, casser, etc., mais s'en rendre compte après. Et au fil de notre pratique, on va pouvoir identifier, tiens, là je sens la colère qui monte, je bascule dans le orange, je m'arrête, je mets en place une stratégie et ensuite je vais rediscuter, etc. Donc ça demande vraiment de pratiquer pour sentir quand l'émotion monte, quels sont les besoins pas nourris pour désamorcer le conflit. Et vous pouvez avoir une petite cartographie de vous-même, c'est-à-dire quels sont les signes quand c'est de la colère chez moi, quels sont les signes quand c'est de la tristesse ou de la peur. Vous pouvez aussi identifier, parce qu'il y a plein de choses qui reviennent, il y a plein d'inconforts qui reviennent en réalité. Donc quand on commence à faire le tour et à travailler en groupe,
on a la possibilité de se mettre au clair sur un panel de stratégies pour retrouver du calme. Donc déjà, première étape, avant de vouloir réfléchir sur c'est quoi mes besoins, j'ai peut-être d'abord besoin de me ressourcer et de me calmer. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour me calmer? Vous avez besoin d'avoir plusieurs stratégies. Parce que si vous êtes en voiture avec les enfants, au travail, ce ne sera pas les mêmes stratégies. Donc, peut-être un ancrage positif, peut-être une respiration cohérence cardiaque, peut-être une visualisation, peut-être penser à une personne inspirante, peut-être regarder une vidéo rigolote sur YouTube ou quoi qu'est-ce, peut-être penser à une personne qui vous inspire, peut-être penser à Gaston la licorne, peut-être… Et voilà. Et là, vous voyez, il y a une multitude de stratégies. L'idée, c'est de les avoir et peut-être même de les écrire pour les voir et de les dessiner, de les représenter par des choses agréables, avec de la couleur, quelque chose que vous ayez envie d'afficher pour que, même dans votre inconscient, vous savez, votre dentifrice que vous achetez depuis des années, parce qu'en fait, quand vous étiez enfant, vous l'avez vu à la télé, quoi. Alors, en fait, à force de voir certains messages aussi bénéfiques, vous pouvez prendre cette habitude, en fait. Parce que dans le quotidien, on est vite happé par nos habitudes. Et c'est notre zone de confort très inconfortable dans laquelle on n'est pas forcément bien. Mais par contre, pour vous aider à vous discipliner, oui, une alerte dans le téléphone, un petit mot sur le miroir. Et comme ça, tous les jours, vous le voyez et ça vous donne… voilà, c'est votre petit mémo, quoi. C'est votre pote, quoi, le mémo. C'est votre ami qui veut du bien. Et en fait, cet ami-là, c'est vous. Mais vous vous aidez en mettant des signes de ce que vous voulez vivre, en fait. Et à partir de là, moi, je sais que quand j'ai été formée au début, à l'époque, on était ensemble avec Corinne quand on a fait la formation. Moi, d'entrée de jeu, ça m'a parlé. J'ai eu envie de pratiquer. Et d'ailleurs, avec Corinne, on a eu l'occasion de pratiquer et de se voir régulièrement pour pouvoir se dire, à minima, une fois par mois, on se voit, on se définit une fréquence et on travaille, même si on n'est que 2, même si on est 3 ou 4, c'est OK. Pour s'entraîner et aussi pour pouvoir retravailler avec d'autres quand on est encore empêtré avec un truc inconfortable et de pouvoir avoir des propositions des autres membres du groupe sur les besoins pas nourris. Et du coup, ça fait du bien. Et puis juste d'être accueilli, quoi. Être accueilli par des personnes qui disent waouh, ouais, là, t'en avais gros sur la patate. Ouais. Rien que ça, déjà, quoi. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Plutôt que de nous empêcher de vivre cette colère, cette peur ou cette tristesse, quoi. Donc, ouais, faites-vous aider si vous avez besoin. Il y a plein de choses qui existent. Hein. Moi, sur ma page Facebook, vous pouvez retrouver des propositions à partir de mini-vidéos que j'analyse sur observation, sentiment, besoin, comment développer une posture d'adulte, autonome et responsable plutôt que de rester en mode victime. Moi, j'ai pas envie de perdre ma motivation au travail par rapport au comportement des autres. Donc, j'ai envie de développer mon affirmation de moi, mon assertivité. J'ai envie d'exprimer les besoins qui sont importants pour moi et sans dénigrer l'autre, sans me sentir supérieure. Je considère que j'ai de la valeur, l'autre, il a de la valeur aussi et je suis sûre qu'on peut trouver des terrains d'entente. Et l'idée, c'est que je préfère le dire au fur et à mesure parce que comme tout le monde, si je le dis pas, je me transforme en coco de minute. Et quand le bouchon saute, c'est pas sympa à voir, quoi. Donc, entraînez-vous et si le cœur vous en dit et que vous avez envie d'être accompagné dans un premier temps, moi j'anime des stages sur 2 jours ou sur 3 jours pour pouvoir découvrir les fondamentaux et s'entraîner. Ensuite, je propose aussi quelques rassemblements dans l'année où on peut se retrouver avec plein de personnes qui se sont formées pour pouvoir pratiquer et aussi pique-niquer ensemble pour pouvoir grandir la communauté et éveiller les consciences. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la communication consciente et bienveillante, on la retrouve dans tous les domaines. Moi, j'ai l'occasion d'accompagner des professionnels en entreprise, en association. J'ai l'occasion d'accompagner des jeunes en licence, en master, alors que ça ne se faisait pas il y a quelques années, hein, ce genre de choses. Et j'arrive à défendre le fait de proposer cette formation de communication consciente et bienveillante ou de mieux communiquer au quotidien ou de gérer les tensions, les conflits, les incivilités sur cette base-là plutôt que de voir les bases de la communication. Parce que les bases, j'ai l'impression qu'on les a vues et revues et c'est pas pour autant que ça adoucit notre vie, quoi.
Et il y a plein de choses qui se font. Là, j'ai accompagné des mamans qui ont été prises en charge à 100%. J'étais trop contente l'année dernière, en fin d'année, dans un programme qui a été mis en place par une assistante sociale en collège, en quartier prioritaire. Et donc, j'ai 12 mamans qui ont eu une formation prise en charge pour contribuer à l'égalité des chances et donc améliorer la relation parents-enfants et parents-professeurs. Et voilà, c'est youpi, quoi. Il y a vraiment possibilité. Et demain, je ne désespère pas. Je suis pleine d'espoir. J'espère avoir des subventions de la CAF et de proposer aussi d'aider des personnes pour éviter les violences conjugales, quoi. Parce qu'il y a tant à faire, quoi. On a tellement appris 40 000 trucs sans apprendre des choses essentielles pour s'estimer, pour se faire confiance, pour oser être soi, pour se faire connaître des autres, pour se faire respecter, pour se respecter soi-même, quoi. C'est complètement. Est-ce que tu peux donner ton site? C'est www.ose.re. Voilà. Pour oser briller, oser se révéler, oser développer ses potentiels, oser s'aimer, oser être soi. Oser donner du sens, oser être soi. Parfait. Et à aujourd'hui, vous pouvez avoir accès, peut-être tu pourras le mettre en lien. Oui. Vous pouvez avoir accès à ma page Facebook, c'est florence.zajewski.coach.974. Et vous pouvez découvrir Jacques et Gigi, c'est des mini-vidéos qu'on regarde en famille avec les enfants, qui parlent de la communication non violente, et puis plein d'autres publications que je fais sur le sujet, à travers des mini-vidéos où je vous fais découvrir comment sortir de la victimisation, comment ne pas être le sauveur des autres, mais aussi apprendre aux autres à développer leur propre responsabilité et autonomie dans la relation. Et voilà. Sur YouTube, si vous avez envie aussi, sur ma chaîne, Florence Zajewski, vous pourrez visualiser une conférence que j'ai animée pendant la période particulière qu'on vient de vivre. Et donc, vous pouvez découvrir sous forme de diaporama et d'explications différentes clés, les freins à la communication, le lien entre les sentiments et les besoins, etc. C'est en accès libre. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez m'écrire pour qu'on voit ensemble comment je peux vous accompagner éventuellement. Soit en coaching individuel, soit en coaching couple, soit en formation ou en stage. Et ce sera un grand plaisir de vous faire expérimenter et vivre toutes ces pépites pour que vous puissiez dire définitivement au revoir au jugement de vous-même et au jugement des autres et pour pouvoir vous adoucir la vie avec cette nouvelle façon de penser et de communiquer. Génial. Et je pense qu'on refera d'autres lives sur ce sujet. Il y a tant à dire. On pourrait prendre tellement de thèmes. Voilà, je sais que c'est un outil qui est extraordinaire, qui aide énormément dans sa relation à soi, bien sûr, et puis dans sa relation à l'autre. Donc, on vous reproposera certainement d'autres lives. On va clôturer. On a dépassé le temps. En tout cas, merci à toutes les personnes présentes sur la plateforme Zoom, sur Facebook. Merci pour vos commentaires, vos questions, votre participation. Florence, merci à toi pour ton authenticité. C'est voilà, moi je trouve ça vraiment super. La façon dont tu communiques, tu parles toujours de tes expériences, donc c'est beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais je trouve que d'avoir comme ça des exemples précis, ça aide vraiment parce que ça nous permet de ramener aussi l'expérience à nous, parce qu'on a tous vécu ces moments de colère avec l'autre, dans le couple, avec les enfants, donc c'est très parlant. Donc merci beaucoup à toi, merci aux autres. Alors il y a des merci, merci à vous tous. Merci à vous tous. Je suis très contente d'avoir pu partager ce moment et je trouve ça trop chouette de le faire à deux et avec vous tous, avec une plus grande communauté. Ça me donne trop envie de le refaire. Donc, je vous dis à bientôt. Voilà. On va programmer ça. Éventuellement, vous pouvez nous mettre sur Facebook en commentaire les thèmes que vous aimeriez aborder en communication. Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Je sais pas, des peurs en ce moment avec ce qu'on vit actuellement. On peut être pas mal remué. On peut avoir beaucoup de peur.
Donc, vous pouvez Il y a vraiment… plein de messagers de la peur en plus. Il y a plein de messagers intéressants sur la peur. Complètement. Donc, dites-nous vos besoins à vous. Quels sont vos besoins? Commencez par clarifier vos besoins. Et puis, on refera d'autres lives comme cela avec Florence pour vous aider à mieux vous comprendre, à vous libérer de ces émotions-là. Voilà, en tout cas, mille merci à vous tous. Merci Florence, c'était vraiment un plaisir. Et je vous dis à bientôt. Sur la page Être Soi, vous avez les prochains lives. Il y en a beaucoup là de programmés avec des personnes extraordinaires. Donc, voilà, soyez présents, partagez autour de vous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Florence, merci. Gros bisous à tous. Merci à vous. Et je suis en train de créer des outils pédagogiques et notamment, si le cœur vous en dit, à travers la conférence que j'ai mis en accès sur YouTube, je partage un jeu de cartes que j'ai créé sur parler des émotions en famille. Et ce sera un plaisir de vous le partager en vous l'envoyant en mode PDF si vous m'envoyez un petit mot en message privé sur ma page Facebook Pro. Voilà. Ok, génial. Cadeau. Bon, bah parfait. Hein. Donc, en plus, on finit avec des cadeaux. Hein. Bon, bah voilà. C'est une occasion ludique de pouvoir démystifier, de parler des émotions en famille, de se rendre compte que les adultes, comme les enfants, ils en ont. Et si les adultes qui parlent d'eux, bah, les enfants, ils vont oser parler d'eux. Ouais. Et voilà, c'est une façon ludique de commencer à apprivoiser nos émotions et en parler et à démystifier tout ça, quoi. Donc, on finit avec des merci. Clarisse, lumière, joie et abondance. Ben, c'est magnifique. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Corinne pour l'invite. À bientôt. Merci à toi.